Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrains marseillais, proxénètes nantais ou braqueurs lyonnais, embarqués dans un tour de France de la pègre des années 70. À l'orée des années 70, le paysage de la voyoucratie parisienne a changé. Ces nouveaux QG sont alors à chercher de l'autre côté du périph', dans les banlieues populaires, pour ne pas dire pauvres. Des bastions qui ont chacun leur spécialité, de Montreuil à Vitry et d'Aubervilliers à Villejuif. Vous écoutez Gang 70s, épisode 6. Banlieue de Paris, deuxième partie. La préfecture s'est aperçue qu'il y avait quand même une centaine de véhicules qui étaient volés par mois. Gérard Billy, ancien agent de la brigade de répression du banditisme et auteur de La police dans la peau. Ce qui fait qu'ils ont créé la première section auto dans les années 30. Donc il y avait à l'époque à peu près 15 fonctionnaires. Et moi, quand je suis arrivé à la section auto en 73, on était toujours 15 fonctionnaires. Mais il y avait 200 voitures volées par jour. Principalement dans la région parisienne, ça se passait à Aubervilliers, banlieue nord, et principalement Aubervilliers. Il y avait un célèbre endroit qu'on appelait le triangle des Bermudes, c'est-à-dire qu'une voiture à peu près intéressante passait, et on la retrouvait plus, voilà. Titi, ancien agent de la BRB. Ça travaillait plus la nuit que le soir. On entendait des coups de marteau en pleine nuit dans les garages qui étaient normalement fermés. Enfin bref, c'était un peu la spécialité du coin. Un jour, je me suis fait arrêter quand il a vu ma carte d'identité. Il dit « Ah, Aubervilliers, Yves, ancien voyou d'Aubervilliers. 40 000 habitants, 40 000 clients. » Il faut se dire que la voiture, c'est le vecteur de tous les délits. Ça sert à tout. Ok ? Gérard Billy. Donc tu voles une voiture pour aller au braquage, tu voles une voiture pour aller au casse, tu voles une voiture pour la revendre, tu voles une voiture pour l'utiliser, tu voles une voiture... ça sert à tout, une bagnole. Aubervilliers, il y avait beaucoup de ferrailleurs, des chiffonniers et beaucoup de bidonvilles aussi. Yves. Les bidonvilles, ils partaient à la place du périphérique, c'est ce qu'on appelait les fortifications. Là, il y avait les forts. Et là, tout le long jusqu'au canal d'Estaing, là-bas, là, le pont d'Estaing, là, c'était que des bidonvilles. Aubert, traditionnellement, c'était une banlieue ouvrière avec beaucoup de garages. Titi. Spécialiste de l'automobile, évidemment. Donc, déjà, il y avait l'endroit où ils pouvaient travailler, les voitures. Il y avait des box, il y avait toute l'infrastructure. Et il y avait la main-d'œuvre présente qui était des mécanos ou patrons ou ouvriers qui faisaient ça parallèlement à leur métier de mécano ou alors qui s'étaient carrément mis dans l'organisation pour ne faire que ça. Ce qui était quand même beaucoup plus rémunérateur qu'une paye de mécanicien. Ça, c'est la première tour qui a été construite. Avant, ça, c'était un terrain vague. Et là, normalement, il y avait une bande qui se réunissait, qu'on appelait la bande de l'impasse Bordier. Elle se réunissait là, exactement ici. Tu vois, ils étaient toute une bande assis sur toi, la maternelle, là, la grille verte. Tout le monde était assis là. C'est ça, l'impasse Bordier. Et de l'impasse Bordier, il y a pas mal de gens qui sont... Il y en a qui se sont mis à travailler, puis il y en a d'autres qui ont pris un autre chemin. Il y a des soirs, une équipe de deux, ça tournait par deux, admettons, ça pouvait ramener 5 voitures dans la nuit. Et des équipes, il y en avait 10, peut-être plus. Mais il faut dire que c'était des professionnels, ils ne mettaient pas 4 ans à prendre une voiture. Il faut dire que c'était beaucoup plus facile que maintenant. Ils avaient tout ce qu'il fallait, ils faisaient les clés sur place, Une fois que la voiture était faite, elle était déplacée. Et après, ils remontaient ça sur le matin au box, replaqué, et puis après, c'était mis dans un box. Il y a ceux qui allaient chercher les voitures, ceux qui allaient en préfecture chercher les cartes grises. Et après, les voitures étaient vendues. Tu vendais la voiture avec une vraie carte grise. C'était ça le machin. La carte grise, elle était vraie. Donc vas-y, toi, ça y est.
À l'époque, c'était comme une petite entreprise. Il y avait un côté entreprise artisanale, mais qui était très rémunératrice, presque autant que la CAM, avec 10 fois moins de risques au niveau pénal. Il y avait des figures qui faisaient partie du grand banditisme et qui étaient à la tête de certaines équipes. Parmi les gros pontes, entre autres choses, parce qu'il y avait du proxénétisme également derrière tout ça, parallèlement à ça. Entre autres choses, il y avait un célèbre personnage qu'on appelait le préfet. Le préfet parce que il était tellement dans le trafic automobile, on se plaisait à dire qu'il immatriculait autant de voitures que la préfecture de Seine-Saint-Denis. C'est un surnom qui lui est resté, le préfet. C'était une corporation, mais avec plusieurs équipes bien constituées. Ils avaient à peu près tous le même modus operandi. Alors, il y a un mec qui était pas trop con, qui a trouvé une astuce. Il travaillait pour un concessionnaire d'une grande marque. Et c'était lui qui allait en préfecture pour faire les immatriculations. Tu vois, quand l'acheteur avait un véhicule neuf, on lui proposait d'aller en carte grise. Donc, il s'est aperçu que c'était beaucoup plus facile. C'était il fallait faire un faux procès verbal de mine. Putain, mais alors qu'est-ce qu'il nous fait celui-là là ? Alors le procès verbal de mine, c'est ce qui permet la première immatriculation de la voiture. C'est ce qu'on appelle le procès verbal établi selon les caractéristiques du véhicule par le constructeur. Donc sur lequel figurent les références du véhicule et le numéro de série. Ok ? Donc avec ça, tu passes en préfecture et on te délivre une carte grise. La carte grise, véhicule neuf. Alors lui, il avait trouvé l'astuce. C'était vachement plus simple, ça rapportait beaucoup d'argent et il n'y avait pas de problème. Parce que ceux qui se sont mis là-dedans à aller chercher des voitures, avant ça maquillait un peu la voiture, ça vendait de la voiture avec de la fausse carte grise. Mais quand il y a eu cette combine-là, tout le monde s'est mis à travailler pour la même personne. Celui qui était au-dessus. C'était un lieu de rendez-vous en fait. Mais il y a beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de jeunes qui tournaient autour, ils jouaient les parrains, les mecs. En fait, ils commandaient, ils cherchaient. Que nous, quand nous sommes allés sur cette pizzeria, on ne savait pas qui on avait affaire. Et c'est au fur et à mesure du temps écoulé que l'on s'est rendu compte que c'était ce qu'on appelle un nid de frelons, tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde se retrouvait là, c'était un endroit où tout le monde se retrouvait. En fait, c'était ça. Et comme il y avait pas mal de jeunes, il y avait pas mal de cités derrière, pas mal de jeunes et tout, donc ils drivaient un peu tout ça. Il avait trouvé une astuce qui était superbe, c'est-à-dire qu'il avait loué un garage et il vendait les véhicules qu'il maquillait dans un garage. Donc il les vendait, tout était faux, l'attestation d'assurance était fausse, la vignette était fausse, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a que la carte grise qui a donné une certaine valeur. Et il vendait un véhicule et comme un garagiste. Donc ça donnait confiance et tout le monde achetait. Enfin, il vendait des beaux véhicules avec peu de kilométrage, bien propre, bien net. Vous venez d'écouter Gang 70s. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang 70s est une coproduction Initial Studio et Label Image. Production Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique Arnaud Denzler. Illustration Luc Grieux. Avec la voix d'Elsa Hamnan.